Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Salah Trabelsi est l'un des meilleurs spécialistes des traites musulmanes. Lui aussi est confronté régulièrement aux effets de l'ignorance. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc et un assistant donc au colloque qui a pris la parole pour dire écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous donc les esclaves ont été toujours bien traités. Pourquoi le monde, l'Europe, les Arabes ont-ils voulu oublier cette histoire? À mesure que le continent noir devient le principal réservoir d'esclaves, se développe un racisme qui justifie l'esclavage, comme dans la traite atlantique en somme. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, grand lettré du XIVe siècle, qui pourtant écrit « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres », en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire ghulam, zinji, on va dire aswad. Alors ce qui est intéressant, c'est que le terme de aswad veut dire noir. Hein? Zinji va également s'appliquer aux Noirs issus de la région donc de l'Afrique orientale. Donc on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclave. Hein? Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. Au nom de ces théories, l'Afrique connaît 14 siècles de chasse à l'esclave. Des attaques menées par des soldats dans le cadre de guerre ou par des bandes armées aux ordres de marchands. Pour capturer un esclave, les assaillants tuent en moyenne 2 ou 3 personnes. Et dans les villages, il y a une marchandise que l'on recherche particulièrement. Une fois capturés, pour les esclaves, adultes ou enfants, commence alors un long périple. Pendant plus de 1400 ans, la traite suit quasiment les mêmes chemins. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. On ne distingue pas les esclaves des troupeaux d'animaux. La traversée du désert vers le Maghreb ou le bassin du Nil dure d'1 à 3 mois dans des conditions terribles. Certaines études ont semblé montrer que c'est d'abord ce premier voyage à l'intérieur du continent qui fait le plus de victimes. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé pouvaient arriver donc au terme de la caravane. Manque d'eau, maladie, épuisement, 20 à 30% des captifs succombent. Une mortalité qui approche celle de la traite atlantique. Les esclaves sont également transportés par bateau vers la péninsule arabique ou le Caire. Jusqu'au XXe siècle, 8 millions de personnes auraient ainsi été déportées par la mer Rouge. Ils sont entassés dans des boutres, dans des conditions qui, là encore, n'ont pas grand-chose à envier aux navires négriers européens.
Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Ce qui explique le prix très élevé également de l'eunuque sur les marchés. Malgré sa cruauté, la traite orientale a duré jusqu'au début du XXe siècle, sans être remise en cause. Les bateaux proviennent de l'île de Zanzibar, au large de l'actuelle Tanzanie. Depuis le XVIIIe siècle, ce comptoir arabe est devenu une plaque tournante du commerce. Zanzibar, c'est l'autre Gorée, une Gorée dont on parle peu et que l'on visite rarement. Chaque année, environ 15 000 esclaves sont parqués ici, dans des conditions épouvantables, avant d'être déportés vers l'Arabie, voire le Brésil. Ces photos prises à la fin du XIXe siècle donnent une idée d'une pratique ancestrale. Ce problème de transformer les gens en marchandises, c'est que du coup, on voit un enfant, au lieu de dire « oh, il est mignon, il garde des chèvres », on se dit « oh, ça pourrait me rapporter beaucoup ». C'est pour ça que ça pervertit autant les... Enfin, c'est une des raisons qui fait que l'esclavage sape totalement les sociétés. On commence à compter la valeur des gens au lieu des relations de l'humanité. Parfois, des chefs de village vendent des enfants ou des adultes pour éponger leurs dettes. Alors, au long des siècles, des caravanes sillonnent l'Afrique. Une traite cachée, loin des regards, loin de la mémoire. Occidentaux, musulmans, africains, tout le monde a participé à la traite négrière. Et pendant longtemps, personne n'a songé à remettre en question cette loi du plus fort. Et puis c'est d'Occident que vient le coup d'arrêt à cette pratique barbare. L'Europe connaît un formidable mouvement des Lumières qui prône l'égale dignité de tous les hommes. Au XIXe siècle, ce mouvement aboutit à l'abolition de l'esclavage d'origine européenne. Ainsi aux Antilles, les esclaves gagnent leur liberté. L'opinion publique occidentale prend conscience de l'horreur d'une pratique qu'elle avait acceptée et découvre la cruauté des traites orientales ou africaines. C'est l'époque où des journaux publient ces descriptions édifiantes. L'époque où l'on signe des pétitions. L'époque où la lutte contre l'esclavage devient un argument pour justifier la colonisation. Alors, à Zanzibar, les Anglais répriment le trafic des boutres et s'implantent. Au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, les Français libèrent les esclaves et s'installent. C'est donc généralement malgré eux que l'Afrique et le monde arabe connaissent l'abolition. Cela n'est pas sans conséquence. D'abord, la disparition de l'esclavage dans la plupart des pays musulmans a été inspirée par l'extérieur. Tout simplement parce que la modernisation même et des structures économiques et des structures sociales est d'origine exogène. L'Occident est en train de dominer le monde et c'est comme ça que l'esclavage a été aboli. Il n'a pas été aboli dans un souci de construction de société moderne. C'est pas du tout ça. Et dans des pays, par exemple, que je connais mieux, par exemple, si on prend le Maroc, l'esclavage a disparu presque sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Mais il a disparu sans que le problème soit réellement posé. C'est dommage, parce que je pense que
c'est quelque chose qui aurait mérité d'être posé comme problème. Disons qui aurait mérité d'être négocié comme un vrai passage vers la modernité. L'Afrique noire, qui connaît une difficile transition vers l'indépendance, reste elle aussi dans le non-dit. Elle choisit d'oublier l'esclavage que d'autres ont aboli à sa place. Cela peut poser problème à une mémoire africaine qui n'a pas été politiquement à l'origine de l'abolition. Now is the time to complete the circle of history. Les négriers européens sont à juste titre mis au pilori. Pas les autres, les négriers arabes ou les rois africains. Pourquoi l'UNESCO, chargée justement de dire la mémoire universelle, a-t-elle tant de mal à faire la lumière sur toutes les traites? Culpabilité, c'est le mot qui fait peur. Les représentants des États arabes auprès de l'UNESCO sont-ils prêts à admettre leurs responsabilités dans la traite négrière et même à se repentir? Quand on parle avec les Africains, ils ne viennent pas tous les jours pour nous dire « Ah, l'esclavage... Mais comme je dis, dans l'intérêt de tout le monde, en le condamnant, bien sûr. Et c'est une question qui a été dans un certain contexte très limité dans le monde arabe. Et ce n'était pas une question généralisée dans le monde arabe ou dans tous les États arabes. Puis il y a beaucoup qui veulent créer des histoires, des tierces parties parfois, ou des gens qui sont anti-arabes ou anti-africains, créer des problèmes en généralisant à travers le temps et l'espace. Maintenant, quand on pense, par exemple, ce n'est pas pour éviter cette question, je la condamne directement. J'aimerais bien voir un travail de mémoire beaucoup plus courageux de la part de certains pays européens concernant le colonialisme et la déstructuration de certaines sociétés africaines. Il y a par certains intellectuels, mais officiellement, j'aimerais bien aussi le voir, vous voyez. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins, et du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Il existe toutefois des historiens ou des intellectuels courageux qui ont décidé de regarder l'histoire en face, parfois contre leur propre société. Le professeur Tube est de cela. Un événement l'a marqué. Une conférence en 2001 pendant laquelle il a osé sortir des discours convenus et parler de toutes les traites. Quelle a été la réaction de l'auditoire? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. J'ai fait exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. Pour moi, les problèmes que je posais étaient des problèmes inodores, incolores et sans saveur, que c'était des banalités et que personne ne s'occuperait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent le sujet que j'abordais. C'était d'une sensibilité, d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qu'il y a eu cette réaction violente mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison. Qu'on doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire félicitations, monsieur. Je pense exactement la même chose que vous. Vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de raciste. Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens? Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. En Occident aussi, la véritable histoire des traites négrières est ignorée. Dans cette ignorance, cette indifférence, faut-il voir la peur de froisser les anciens colonisés? Ou à l'inverse, les effets d'un complexe de supériorité de l'homme blanc qui seul serait responsable de ces actes
seul serait accessible à la repentance. Ce serait alors la forme suprême du mépris envers des peuples que l'on jugerait incapables d'avoir commis des crimes.